Bonjour l'équipe, bienvenue encore une fois pour un nouveau live. Donc aujourd'hui ça va être un live One Piece réaction au spoil du chapitre 1137. J'aimerais dire même les spoils complets étant donné qu'on a vu les spoils hier. Et du coup on va avoir des révélations complémentaires par rapport à Shanks, au faux Shanks, à Shamrock, Figarland les gars. Donc voilà, ça me hype énormément. J'espère que voilà, il y aura beaucoup de détails. Donc voilà, j'ai pas encore lu les spoils, j'ai fait que les reposter. D'ailleurs les gars, j'ai été le premier au niveau de la communauté francophone à les avoir publiés, donc voilà, petit GG à moi les gars. Non, je rigole, mais voilà, toujours plaisir, donc j'essaye de vous donner un maximum de contenu, et du coup très belle transition pour vous dire que voilà, petite auto-promo, n'hésitez pas les gars à soutenir la chaîne, que ce soit sur Twitch ou YouTube, en souscrivant à la chaîne, vous avez accès voilà à du contenu exclusif, faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez. Vous avez aussi également, tout simplement, le petit like, le petit follow, le petit commentaire qui contribue au développement pour la team YouTube, au niveau de l'algorithme et du référencement, donc voilà, merci énormément à tous ceux qui le font. Là j'ai regardé un petit peu les commentaires, ça fait trop plaisir. Plein de personnes voilà qui mettent juste des smileys sur plein de vidéos histoire de propulser la chaîne, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. Merci pour tous vos messages positifs, vos commentaires positifs, ça fait archi plaisir les gars. Donc voilà, vous avez aussi le Discord, donc c'est là-bas où on se réunit, où on discute avec le commu, on fait plein de choses. Et évidemment, le Twitter, c'est là-bas que j'ai publié les spoils en premier et assez fier de les avoir publiés, voilà, avant tout le monde les gars, ça fait trop plaisir. Donc voilà, c'est qu'une affaire de quelques minutes, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, je suis connecté, j'essaye de vous faire plaisir le plus rapidement possible. Donc voilà, merci à tous et let's go pour cette petite vidéo. Donc let's go les gars, cette fois-ci on va analyser tout simplement les spoils complets du chapitre 1137. Donc voilà, le chapitre s'appelle l'apparition de Shamrock et vous allez voir qu'il y a énormément de choses à découvrir. Donc je vous mets comme d'habitude la capture d'écran. Donc voilà, donnez-moi 30 secondes pour comme d'habitude activer le mode la spéciale, vous connaissez. Le mode quinconce, voilà, donc c'est parti les gars, on va pouvoir analyser, décortiquer tout ça. La première partie ça va être la react et ensuite on enchaînera avec l'analyse. Donc c'est parti, comme j'ai déjà dit, le titre c'est l'apparition de Shamrock, donc voilà, avec même Takatana, je crois que c'est comme ça que ça se dit, du coup qui sont juste en haut là, et du coup vous avez le titre du chapitre pour les personnes qui veulent l'analyser en profondeur, en décryptant toutes les possibilités du titre, ce qui peut donner plusieurs sens, c'est pour ça sûrement que les leakers ont décidé de le mettre, voilà, avec les kanji japonais. Donc ça, c'est pour le titre. Ensuite, on a la mini-aventure, donc pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, volume 23. Yamato et les autres infiltrent la base secrète d'Oldem. On aperçoit des hommes de main de Who's Who à l'intérieur. Donc voilà, toujours pas de révélation sur le fait que est-ce que Who's Who est toujours présent? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'ils ont une mission secrète? Est-ce qu'il a toujours des liens avec le gouvernement mondial? Est-ce que Kaido, Big Mom sont toujours vivants, emprisonnés dans de la pierre en mode fossilisé? Plein de questions qui se posent, mais voilà, on reste toujours sans information. Je vous rappelle, les mini-aventures, c'est à peu près 30 chapitres, 30 couvertures de chapitres, et les plus longues, c'est à peu près une quarantaine de débuts de chapitres. Donc là, on arrive soit à la moitié, même plus de la moitié, soit à la fin. Donc normalement, on devrait avoir un dénouement très prochainement. Et moi, ma première requête, ce serait que Yamato, après avoir fait son pèlerinage, avoir réglé tous les problèmes de l'île, potentiellement puisse se diriger vers la mer pour tout simplement concrétiser le rêve de devenir Oden et de visiter le monde comme Oden tout simplement, comme Oden l'a fait avant elle, avant lui, je sais pas trop mais vous avez capté. On continue. Donc première phrase du chapitre, Luffy et son groupe arrivent au château Orust du village ouest. Road explique que le château est abandonné depuis la mort du roi Harald, mais il est surpris de voir la porte d'entrée endommagée et les gardes absents. Zoro remarque que la porte a été brisée de l'intérieur après avoir franchi l'entrée. Il trouve une cour détruite. Donc voilà, ça c'est très important parce que Zoro est déjà dans l'analyse, il comprend très facilement que la porte
a été défoncée de l'intérieur, donc les personnes venaient de l'intérieur et sont sorties. Donc ça, c'est des informations qui, je pense, vont leur servir plus tard. Il fallait que Zoro s'en rende compte pour pouvoir donner l'information au Mugiwara ultérieurement, quand potentiellement ils seront face à face avec ce fameux Shamrock et Gunko. Donc on verra bien, mais c'est des choses qui sont très probables et qu'on espère voir très rapidement. Road explique que c'est le lieu de la bataille féroce où Loki tua le roi Harald. Donc Zoro dit, les forces responsables de cela devaient être redoutables. Donc même Zoro valide un petit peu la puissance de la scène de guerre qu'ils sont en train de tout simplement observer. Road répond que, comme vous le savez, Loki est un monstre, mais le roi Harald était également un homme reconnu comme le grand guerrier. Le destin du château fut scellé à cet instant fatidique. Donc voilà, ça montre un petit peu que le roi Harald avait une espèce de lignée, une espèce de gène qui lui permettait d'être très très fort, et c'est potentiellement ce gène-là qui a été transmis à Loki et qui a fait de Loki l'homme surpuissant qu'on a tout simplement vu dans ce début d'arc de Elbaf. Donc Luffy répond, waouh, c'est géant, et Nami dit, c'est quoi ça? C'est effrayant. Donc deuxième partie les gars, à l'intérieur du château, également très endommagé, se trouvent de nombreux squelettes géants. Plus d'une centaine de guerriers géants périrent ce jour-là. Seuls Jarul et Loki survécurent. Donc Jarul, c'est Jarl. Je pense que c'est Jarl, mais en version japonaise. Parce que vous savez, Jarl, tu vois, eux, ils disent Jarl. Je vous avais capté, donc c'est pour ça que c'est marqué Jarl. Bref, Luffy remarque un crâne avec des cornes semblables à celles d'Oz. Pareil, Horse, c'est la version anglaise d'Oz. Road explique que certains géants ont hérité du sang de l'ancienne tribu des géants, mais il reste plus de membres de sang pur. Donc pour moi, les sangs purs, ce serait tout simplement les Oz, ou potentiellement les titans, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo. Donc n'hésitez pas pour la team YouTube à aller la regarder, elle est en haut à droite, parce que pour moi, c'est ultra nécessaire de bien comprendre ce que je veux dire par le côté titan, et vous avez toutes les informations dans la vidéo précédente. Je vais pas me répéter parce que voilà, sinon ça va faire doublon. Donc au niveau des titans les gars, moi personnellement, je pense que au niveau de la race, comme je l'ai déjà dit, la race pour moi c'est vraiment une race primordiale qui devait être celle de Oz ou potentiellement celle du crâne d'Onigashima, parce que faut bien comprendre que c'est deux races différentes, potentiellement semblables, mais qui sont complètement différentes de par leur taille. C'est-à-dire que Oz faisait un bon 70 mètres de haut, pareil pour les numbers. Par contre Onigashima, on était plus sur du 700, 900, voire 1 km de haut, tu vois. Et quand on voit un petit peu la taille de Zunesha par exemple, qui fait à peu près 30 km de haut, le fait d'avoir une tête de 1 km correspond un petit peu à ce genre de taille. Donc voilà, c'est des géants qui pouvaient marcher dans l'eau, tels les ombres de Thriller Bark. Donc voilà, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, mais tout ça pour que vous compreniez que j'ai l'impression que Elbaf, c'est un petit peu la terre des géants primordiaux, la terre un petit peu des tribus primordiales de One Piece, parce que là on parle de Oz, on peut parler aussi tout simplement de Kaido qui a hérité de ses cornes comme Yamato, et au final c'est pas des géants, c'est pas des humains normaux, donc vous comprenez un petit peu que il y a des questions qui se posent. On a vu aussi que les boucaniers pouvaient tirer leur origine des géants par rapport au fait que Ivankov avait dit à God Valley que les boucaniers avaient justement une race similaire à celle des géants, point commun. Donc ça montre un petit peu que toutes les races qu'on connaît actuellement sont de près ou de loin liées aux géants. Et ça c'est quelque chose de très pertinent, très important pour la suite de One Piece, parce que je pense que voilà, dans le passé, il s'est passé quelque chose de très noir. Donc voilà, on va essayer de découvrir tout ça, mais j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de pertinent. On continue. Il découvre un portrait du roi Harald. C'est un géant chauve avec une grande moustache noire, une barbe imposante, 2 cicatrices sur la tête et un tatouage en ligne sur le visage. Un tatouage en ligne, potentiellement référence à Dragon. Je sais que la plupart des gens vont penser à ça, mais attendez de voir l'image parce que je pense que c'est tout simplement des tatouages liés aux mythologies vikings, ou même tout simplement des tatouages vikings, parce que voilà, la culture viking veut que les tatouages soient mis en avant, très nombreux, et aussi des signes pour effrayer un petit peu les ennemis. Donc attendons, mais c'est quelque chose de pertinent parce que potentiellement que Dragon peut-être est venu sur cette île et s'est fait ce tatouage pour une raison très précise. Je sais pas, mais ça me semble pour l'instant un petit peu prématuré pour en parler. On continue. Road, c'est le portrait du roi Harald, un homme qui aimait la paix et voulait unir Elbaf aux autres nations. Il fut considéré comme le plus grand roi d'Elbaf. Luffy répond, waouh, il a l'air costaud. Road explique qu'Harald avait des cornes qu'il a arrachées pour éviter d'évoquer les guerres
passé. Donc je pense, les gars, que comme par rapport aux mythologies vikings, il devait y avoir des géants avec des cornes qui devaient se battre avec des géants sans cornes, et il devait y avoir des conflits par rapport à des haines du passé qui se sont transmises de génération en génération, et c'est potentiellement pour ça qu'il s'est retiré les cornes, pour justement montrer que qu'on ait des cornes ou pas, on peut tout simplement être lié d'amitié entre guillemets entre tous les peuples. Et ça me rappelle un petit peu les hommes poissons, la tribu des hommes poissons qui se tatouaient pour justement couvrir les esclaves, et même ceux qui n'étaient pas esclaves se sont fait tatouer pour ne plus pouvoir faire de distinction entre les personnes esclaves, anciennement esclaves, et les personnes qui n'ont jamais été esclaves, pour vraiment être tous sur un pied d'égalité. Et je pense que c'est pour ça que potentiellement qu'il a retiré ses cornes, ce qui est quelque chose de très très noble qu'on va potentiellement apprendre bien plus tard. Ok, Ajrudin est le demi-frère de Loki, né d'une union précédente du roi Harald. La mère de Ajrudin, n'étant pas d'Elbaf, ne put devenir reine. Wesh, le traducteur il me fait vraiment des phrases de fou. Du coup, comme on l'avait dit, pour moi c'était logique, Ajrudin était trop différent de Loki en termes de puissance, mais aussi en termes de chara-design, en termes de manière d'être, de penser, etc. Pour moi, c'était un petit foreshadowing d'Oda au niveau de la manière dont les personnages ont été construits. C'est, à mon sens, pour ça que, tout simplement, Ajrudin et Loki ne pouvaient pas être, tout simplement, deux princes légitimes et considérés par le peuple comme, tout simplement, égaux entre eux, tu vois. Pour moi, Loki a vraiment été décrit comme étant le prince d'Elba, vraiment le prince. Alors que Ajrudin, on le savait que c'était un prince, entre guillemets, c'est-à-dire fils de roi, mais par contre, il n'a pas été décrit comme étant le prince héritier, prince légitime, etc., etc. Pour moi, il y avait une différence qui a été faite de par leur présentation à chacun. On continue. Troisième partie, donc Zoro qui interroge Rhodes sur son choix de suivre Ajrudin à 100 mêlées. Donc voilà, les 100 mêlées, c'est un petit peu la version gentille de Et du coup, pour moi, je pense sincèrement que la question se pose étant donné qu'à Elbaf, ça doit être quelque chose de très mal vu d'être un sang mêlé, justement. Alors que dans le monde de One Piece, même dans notre monde IRL, voilà, c'est pas quelque chose de jamais vu, quoi. C'est des trucs qui sont très très courants, quoi. Un flashback montre Ajrudin défendant Rhodes qui était persécuté dans son enfance. Donc voilà, on comprend mieux pourquoi Rhodes a décidé de suivre Ajrudin, parce que c'était quelqu'un de bien et qui était toujours là pour protéger les gens. D'ailleurs, rappelez-vous, Ajrudin, on l'a vu dans le flashback de Big Mom. Donc, on a vu aussi sa manière de penser, sa manière d'être, et même sans ça, de toute façon, dans tous les cas, on sait à quel point c'est une personne digne de confiance. Ajrudin rêve de devenir le roi des géants et d'unir toutes les tribus géantes. Donc ça, c'est très probable, mais je doute que ça se réalise pour une raison simple. Ajrudin, n'oubliez pas que c'est un capitaine de la flotte de Luffy, et en étant capitaine, il peut pas assumer son rôle de capitaine de flotte, et en même temps assumer son rôle de roi d'Elbaf. Cependant, j'ai un contre-argument, c'est le fait qu'il n'est pas capitaine de flotte comme dans les autres équipages, il est capitaine de flotte, mais de manière libre, exactement comme Luffy, qui lui-même est empereur avec une flotte, mais il est libre de décider de faire ce qu'il veut, peu importe les choix et les décisions de sa flotte, et il décide justement souvent de faire ce qu'il veut. Par contre, Ajrudin, au même titre, ont décidé de suivre Luffy par pure volonté. Ils le suivent, même si lui ne veut pas de flotte, ils ont décidé de devenir sa flotte, qu'ils le veuillent ou non, parce qu'ils sont eux-mêmes libres de faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est quelque chose qui va en contresens avec ce que j'ai dit auparavant, avec ma première impression, mais ça veut pas du tout dire que la flotte de Luffy ne peut pas être entre guillemets gouvernée par au moins un capitaine qui a une autre fonction telle que être le roi des géants, ce qui est probable, mais je pense que le roi des géants, potentiellement à la fin de l'œuvre, Ajrudin pourrait être roi des géants, mais je pense que Loki a beaucoup plus de chances de devenir roi des géants, mais pour ça il va falloir qu'il redore son blason, et ça je pense que ça va être la mission de Elbaf tout simplement. On continue. Pendant ce temps, dans l'Underworld, donc voilà, dans les souterrains, Loki ensanglanté est attaqué par Gunko. Donc voilà, on a vu que Loki commence à prendre des dégâts. Gunko ne lui laisse aucune chance étant donné qu'il est attaché. Mais j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose très bientôt, c'est-à-dire que quelqu'un va décider de le libérer pour qu'il puisse tout simplement se défendre parce que là, il est vraiment livré à lui-même. Et en plus de ça, il peut même pas se défendre. Et en plus, il a vu tout simplement tous ses amis, entre guillemets, mourir autour de lui parce que ses seuls amis actuellement sont les animaux de la forêt. Et là, on voit que Gunko lui laisse aucune chance. Donc, on va voir un petit peu si la suite de l'histoire pourrait faire en sorte que Loki puisse se venger d'une certaine manière des chevaliers du feu. Donc, elle utilise son fruit des flèches, donc le Haro Haronomi, pour prédire et diriger ses coups. Loki, tu vas frapper le côté droit de mon visage, puis donner un hypercut. Merci pour l'avertissement. Oui. Donc là, superbe démonstration de haki de l'observation. Donc, on voit que la maîtrise de Loki est carrément une maîtrise de type haki de l'observation du futur. Donc, on
va essayer de décrypter un petit peu tout ça en fin de live et tout simplement analyser le power scaling, même si c'est des choses qui nous étonnent pas du tout. Gunko, ce sont des flèches du futur inévitables, mais il est possible de les stopper. Rejoindras-tu enfin les chevaliers divins? Loki répond: jamais de la vie, imbécile. Dans une double page épique, Gunko marche sur ses flèches géantes et attaque exactement comme prévu, assommant Loki avec un coup de pied et un uppercut massif. Donc voilà les gars pour la troisième partie. C'est fou parce que là je me dis mais en fait déjà on a affaire à Gunko qui a l'air beaucoup plus puissante qu'on pourrait l'imaginer au premier abord, et Loki qui lui aussi est beaucoup trop puissant étant donné que c'est un haki du futur qui a pris quand même quelques secondes. Donc voilà, est-ce qu'il peut égaler Shanks? On le saura pas évidemment, Oda ne donnera jamais une information aussi grosse aussi rapidement, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même plusieurs secondes. Donc déjà c'est minimum Katakuri quoi. On continue. La dernière double page dévoile enfin le mystérieux homme encapuchonné, c'est Figarland Shamrock, fils de Saint Garling et leader des chevaliers divins. Shamrock ressemble à Shanks mais sans sa cicatrice, avec des cheveux longs attachés en tresses et 2 bras. Il porte un uniforme militaire inspiré du 18e siècle avec une épée à la taille. Et Gunko répond: penses-tu que la foi pourrait changer quelque chose? Et Shamrock répond: changeons les plans, contactez Marie-Joise. Il est temps d'apporter Elbaf sous le contrôle du gouvernement mondial, quel qu'en soit le coup. Fin du chapitre, pas de pause la semaine prochaine. C'est légendaire. Et cette dernière phrase veut tout dire les gars. Pourquoi? Parce que je pense que Shamrock a clairement décidé de prendre les choses en main et de déclarer la guerre d'une certaine manière. Parce que dans tous les cas, prendre le contrôle d'Elbaf, c'est tout simplement aller à l'encontre de Shanks. Et aller à l'encontre de Shanks, aller à l'encontre d'un empereur, pourrait tout simplement déclencher une guerre gigantesque. Donc The Warland portera très bien son nom dans les prochains chapitres, étant donné que la guerre approche les gars. Est-ce que ce sera le Ragnarok? Est-ce que ce sera le gouvernement mondial qui passe à l'action? Je pense que les deux sont très probables et peut-être qu'ils vont se joindre en une et même guerre qui pourrait carrément détruire la totalité d'Elbaf. On va en discuter dans l'analyse. Donc voilà en tout cas pour la première partie les gars. Donc let's go les gars pour l'analyse du chapitre 1137. Ça va aller très très vite parce que voilà, il n'y a que 3 informations qu'on n'a pas réellement traitées dans la précédente vidéo, même si on a abordé vraiment le sujet en long et en large. Là on va parler juste de ces 3 informations parce que c'est pour moi les plus importantes. Donc première information, c'est au niveau de la race des titans. Quand je dis la race des titans, je veux dire tout simplement de la race primordiale. Donc là on comprend que les géants eux-mêmes sont un dérivé d'une race précédente. Et là ce qui est assez intéressant dans cette théorie, c'est que les géants pourraient être les Oses pourraient être les titans. Pourquoi je dis les titans? Parce que voilà, je vous ai parlé de Nigashima, je vous ai parlé de l'épée gigantesque qui traverse Elbaf. On connaît aussi Nika qui a tout simplement une influence sur Luffy, et Luffy, j'ai l'impression, il veut que devenir gigantesque. Donc tout ça commence à prendre sens, étant donné qu'on a vu par exemple que le poing de Luffy faisait la taille de Onigashima. Ce serait pas un foreshadowing de fou qu'en fait la taille du poing de Luffy à Wano Kuni, ce serait la taille normale de Nika à l'époque primordiale où tout le monde était gigantesque. On a aussi les ombres de Thriller Bark qui font littéralement 30 km de haut assez facilement. Donc voilà, vous comprenez que les titans sont bel et bien présents dans One Piece, étaient bien présents dans One Piece, et potentiellement qu'on pourrait en apprendre plus sur cette île, sur Elbaf, quand on aura des informations. On sait qu'il y a plusieurs dialectes, on sait qu'il y a les poneglyphes, mais les poneglyphes datent d'il y a 800 ans, pendant le siècle oublié, ils ont été créés pour. Par contre, on a d'autres informations qu'on a du mal à décrypter, qui eux sont pas du tout des poneglyphes, et qui relatent l'histoire d'avant, tout simplement l'histoire avant le siècle oublié. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que ça montre un petit peu la hiérarchie, mais aussi les cycles. On a aussi l'Antiquité, on a la préhistoire, on a l'époque moderne dans One Piece, donc c'est assez marrant. Mais pour moi, ce qui est assez important et ce qui fait complètement cohérence à ce que je dis, c'est le fait que tout simplement, on a déjà vu cette mécanique, c'est-à-dire au niveau des races. Rappelez-vous à Skypiea, on avait 3 races qui sont des races qui se distinguaient de par leurs antennes et leurs ailes. Et ça pourrait être une évolution, comme par exemple les Lunaria qui avaient la peau marron et les ailes arrondies mais vers le bas, et les Skypéens qui eux avaient plutôt le teint clair avec des ailes qui vont vers le haut, et il y avait une 3e race qui eux sont semblables aux Bilkans, et les Bilkans c'est tout simplement la race d'Ener, la race qui était présente sur la Lune. Quand on comprend ça,
Déjà, on peut supposer que Ener, c'est tout simplement raser les ailes, un ange qui perd ses ailes, donc voilà, c'est assez intéressant. Et ça pourrait expliquer énormément de choses, et aussi l'évolution des races. On a vu que Galgara était bel et bien sur la mer bleue il y a 400 ans, et qu'au final, potentiellement, les races ont évolué petit à petit. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que ça montre un petit peu que les mélanges, etc., donnent naissance à des nouvelles races, à des nouvelles personnes, et c'est pour moi la finalité dans One Piece, le mélange des races et la création de nouvelles, tout simplement. Exactement comme la génétique des hommes poissons, exactement comme les tontata, qui pourraient être un dérivé des nains, tu vois, etc., qui pourraient se miniaturiser avec le temps. Les titans, les oses, les géants, les boucaniers, les humains, les tontata. Vous voyez qu'un petit peu, ça commence à se miniaturiser, un petit peu comme les dinosaures et les animaux d'aujourd'hui. Donc tout ça, pour moi, est intégré dans l'univers de One Piece et va justement prendre tout son sens dans les prochains chapitres, ou au moins pour la fin de l'arc, quand on aura le fameux flashback d'il y a 800 ans, mais aussi le flashback d'il y a plusieurs millénaires. Donc ça, c'était pour les races, pour les titans, etc., etc. Ensuite, deuxième point, ça va être Shamrock. Shamrock, je pense que c'est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de One Piece, parce que, tout simplement, c'est le frère de Shanks. Pour l'instant, ça pourrait être le clone, ça pourrait être plein de choses, mais pour l'instant, on va l'intituler le frère de Shanks, parce que voilà, c'est un Figarland tout comme Shanks, il a la même tête que lui, ils ont à peu près le même âge d'après les leaks, donc potentiellement, qui sont frères jumeaux. Et du coup, on pourrait imaginer que ce fameux Shamrock pourrait être potentiellement plus puissant que Shanks pour deux raisons. Premièrement, c'est Dragon. Dragon, il a dit que la vraie menace, c'était les chevaliers divins. Ça, c'est les paroles de Dragon. Dragon qui, pour le monde entier, est minimum level empereur et a une dangerosité supérieure à l'ensemble des pirates, à l'ensemble des empereurs depuis l'histoire du siècle oublié. Pour moi, c'est comme ça que Dragon doit être considéré. En termes de dangerosité, il n'y a pas plus grand que Dragon. Ça, c'est une des premières choses. Ensuite, le fait qu'il ait dit que lui, il considérait le chevalier divin comme étant un petit peu le haut du panier en termes de puissance, ce qui est logique parce que c'est la force armée un petit peu du gouvernement mondial, ça doit être vraiment la plus grosse puissance du gouvernement mondial. Malgré que le Gorosei soit au-dessus, il y a des chances que Shamrock soit plus puissant que certains Gorosei. Peut-être pas de tous, tu vois, mais de certains pour sûr. Parce que, pour moi, les guerriers, ce sont les guerriers et les dirigeants sont différents. Même s'ils savent se battre, même s'ils sont très très puissants, pour moi, il y a une chance que Shamrock soit vraiment beaucoup plus puissant. Donc même si parmi le Gorosei, il y a une personne qui est digne d'un empereur, qui a le level d'un empereur, Shamrock, pour moi, pourrait être plus puissant que ça. Et c'est ce qui effraie Dragon, parce que pour lui, les chevaliers divins sont des personnes qui sont très très puissantes et très dangereuses. Malgré son armée, malgré le contrôle qu'il a sur certains pays, le fait qu'il y ait Sabo avec lui, montre que finalement, la puissance n'est potentiellement pas suffisante pour abattre les chevaliers divins. Donc gardez bien en tête que Shamrock pourrait être soit l'égal de Shanks, je pense que là tout le monde est assez d'accord pour dire ça, soit plus puissant, de par le fait qu'il ait ses deux bras, de par le fait qu'il a potentiellement un fruit du démon. On sait que toutes les personnes du gouvernement mondial et de la marine ont des fruits du démon légendaires qui s'y parfaitement à leur puissance, donc c'est des choses qui, je pense, pourraient être totalement possibles. Donc faites attention à Shamrock, parce que c'est quelqu'un qui réserve beaucoup de surprises. Donc je vais m'arrêter là, parce que voilà, sinon je vais me répéter, et je vous conseille mes précédentes vidéos, parce que j'ai vraiment tout dit sur lui. Et pour terminer, c'est au niveau de la mère de Ajrudin. Donc on a appris que la mère de Ajrudin n'était pas géante, donc elle devait faire partie d'une autre race, boucanier, ose, potentiellement humaine. C'est ce qui est possible. Moi je pense que c'est une humaine, parce que moi j'ai l'impression que le fait que la mère pourrait être une humaine, la mère d'Ajrudin, expliquerait le fait que Loki, lui, par contre, est devenu ultra puissant, l'homme le plus fort d'Elbaf, l'homme qui tua le roi Harald, l'homme qui causa la guerre d'il y a 6 ans. Je pense que c'est ce qui différencie d'un côté Loki, le surpuissant, et Ajrudin, le prince de sang impur, on va l'appeler comme ça. Donc ça, c'est deux choses qui pour moi sont cohérentes, mais qui s'expliquent par le fait que Oda a décidé de mettre Ajrudin moins fort à cause de ces petits détails. Par contre, je pense sincèrement que Oda va décider de faire en sorte que Ajrudin puisse s'entraîner tellement dur qu'il puisse surpasser l'enfant qui a hérité de dons grâce à son entraînement légendaire. Je pense, je le vois comme ça, et je pense qu'à la fin du manga, le rêve d'Ajrudin, ce sera de tout simplement devenir roi des géants, même si c'est déjà le cas, mais
surtout de réaliser son rêve à la fin du manga en détrônant Loki à la loyale, tel un vrai guerrier viking. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des informations au niveau d'Elbaf. Je pense que voilà, j'ai fait pertinent. Je pense que c'est mieux de le faire ainsi, comme ça au moins on évite de se répéter, étant donné qu'en plus j'ai vraiment fait une longue react analyse où je vous ai donné toutes mes théories. Donc voilà, on parlera de toutes les informations suivantes tout simplement dans le chapitre qui sort dans 2 jours, donc vous inquiétez pas. Et sinon voilà, vous connaissez la petite auto-promo, n'hésitez pas à liker, commenter, follow pour la team YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube au niveau des souscriptions. Donc voilà, ça participe au développement financier, faites-le que si vous avez envie et que si vous le voulez. Et sinon, vous avez accès à du contenu exclusif. Donc voilà, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça peut être sympathique. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a le Discord, donc voilà, c'est là-bas où on se réunit, où on va discuter le soir, où on va parler avec toute la commu. Donc voilà, il y a des gens qui jouent à Valorant, il y a des gens qui jouent à BO6, il y a des gens, voilà, ils aiment Dofus comme moi un peu, donc voilà, qui geek et tout. Voilà, c'est là-bas où on discute, on se réunit, il y a le bon vieux Valko, il y a les autres frérots, il y a Capadre, etc., Yaz, Sam Nino, Zaiz, voilà, il y a plein de gens, donc voilà les gars. Et sinon, vous avez le Twitter, donc voilà, c'est là-bas que j'ai publié les spoils qu'on a lus aujourd'hui en priorité. Et en plus de ça, on a vraiment publié les spoils de manière la plus rapide au niveau de la communauté francophone. Donc voilà, dans toute la communauté francophone, j'ai fait en sorte de les publier le plus vite possible. Donc voilà, c'est un petit c'est un petit flex de ma part, mais voilà, ça montre aussi que je fais en sorte de vous donner les informations le plus rapidement possible. Donc voilà les gars, j'ai fait le tour. Merci encore à tous ceux qui soutiennent, merci pour tous vos subs les gars, ça fait trop plaisir. Merci à tous ceux qui follow, comme d'habitude, vos petits messages encore une fois me ravit, mais vraiment, sincèrement, j'ai été très content de lire tout simplement tous vos messages. Pour les théories, je vous répondrai évidemment dans des vidéos dédiées, mais au niveau de vos messages, juste pour me booster et m'envoyer de la force, ça fait grave plaisir les gars, parce que voilà, je bosse de ouf, j'espère que vous le sentez, et j'espère que ça, tout simplement, ça rend bien à l'image, ça rend bien sur la chaîne. Donc voilà les gars, merci encore, oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et on se capte très très vite. Ciao les mecs.